Bienvenue sur la chaîne des Disciples d'Avan, une chaîne entièrement dédiée à Dai no Daiboken. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la review du second épisode de Dragon Quest La Quête de Dai. Dans ce nouvel épisode, diffusé le 10 octobre 2020 et visionnable légalement sur Crunchyroll et ADN, nous pourrons y découvrir l'adaptation des chapitres 3 à 5 du manga intitulé Dai Explose. Ils avaient été prépubliés dans le Wiki Shonen Jump du numéro 35 à 37 en 1989, soit 3 mois après les deux premiers chapitres. Nous rappelons que les modèles de streaming légaux sont proposés à un tarif extrêmement attractif. Il est même gratuit en 480p sur ADN. Il n'y a donc aucune raison de pirater cette œuvre. Cet épisode, Dai et la princesse Leona débutent tandis que le sage baron et l'évêque Temjin, en provenance du royaume de Papnica, expliquent leur venue sur l'île de Dermlin en la compagnie de la princesse Leona. その後継者たるレオナ様は14歳になられたこの月のうちに地の神の恩恵を被るための儀式をせねばならぬ。 En effet, celle-ci doit y réaliser une cérémonie sacrée. Et c'est sous la pression de Papybras que Dai acceptera à contre-cœur de les aider à se frayer un chemin à travers l'île et à continuer de subir les railleries de la princesse, notamment sur sa petite taille et son incapacité à pouvoir lancer des sorts. Les préparatifs de la cérémonie débutent mais vont vite être interrompus par un scorpion maléfique. Cet épisode est réalisé par Yoshihiro Ueda, bien connu par la franchise Dragon Ball Z pour avoir réalisé plusieurs de ses films. Le storyboard a été réalisé par Yu Koo, le réalisateur de Chrono Crusade et de Giant Killing. En ce qui concerne les seiyuu, Leona est doublée par Saori Hayami que l'on connaît bien pour ses rôles de Shinobu dans Kimetsu no Yaiba et Jabami Yumeko dans Gambling School. Baron est quant à lui interprété par Tetsuya Kakihara, que l'on a pu voir dans Fairy Tail en tant que Natsu ou bien Simon de Gurren Lagann. Enfin, Temjin est doublé par Hiroshi Naka, à savoir Garp dans One Piece. Un nombre important de changements ont été opérés dans cet épisode comparé au manga ainsi qu'à l'anime de 1991. La première différence identifiable au premier coup d'œil concerne les couleurs choisies pour les personnages présents dans cet épisode. Ainsi, Baron échange sa chevelure qui était verte criarde dans la version originale contre un châtain qui lui va à ravir. Quant à Leona, ses cheveux passent du blond à une teinte rosée, respectant davantage les couleurs présentes sur les jaquettes du manga, ainsi que dans le Perfect Book. Bien que ses vrais cheveux tendent vers le roux, les fans devraient apprécier cette nouvelle version. Les couleurs des différentes tenues ont également été changées et semblent bien plus harmonieuses, proposant ainsi un rendu rafraîchissant. Lors du début de cet épisode, Temjin explique à Papybras et Dai la raison de leur venue et l'ensemble des protagonistes restent sur la plage, comme dans le manga. Il faut cependant savoir que dans l'anime original, ce passage se passait dans la case de Papybras, avec une mise en scène qui, il faut bien l'avouer, semblait durer une éternité pour une même durée. On constate ainsi un vrai travail sur les différents plans afin de rendre la discussion bien moins ennuyeuse. On apprend lors de cet échange que la cérémonie que Leona va suivre doit avoir lieu au plus proche du dieu de la Terre. L'île de Dermlin a été choisie étant donné qu'elle dispose d'une grotte souterraine parfaite pour cette occasion. Dai escorte ainsi Leona et ses soldats jusqu'à leur destination et c'est une occasion d'apprécier la qualité des décors, notamment ceux de la forêt qui dispose de couleurs chatoyantes. Bien que Leona soit particulièrement hautaine lors de ses premiers échanges avec Dai, elle apparaît comme plus raffinée que dans le manga. Elle va rapidement s'apercevoir que le jeune garçon est plein de ressources, en particulier lorsqu'il déplacera un Furibambix sur le chemin. C'est à cette occasion que Dai lui avouera qu'il ne sait lancer aucun sort, bien qu'il se soit déjà lié à bon nombre de magies. Dans le manga, une planche nous montre les étapes de cette liaison, à savoir un mélange de méditation et de pratique. Et il est dommage que cette partie n'ait pas été davantage expliquée, mais cela sera sûrement fait plus tard dans l'aventure. Face au complexe de Dai, Leona lui conseillera alors de se concentrer sur les techniques à l'épée en lui faisant don d'une arme légendaire, la dague de Papnica. Alors que l'on assiste au début de leur complicité, les deux protagonistes sont interrompus par un scorpion maléfique libéré d'un tube magique. D'ailleurs, la couleur du monstre reprend à présent celle des premiers scorpions de Dragon Quest 1, c'est-à-dire un jaune marqué, contrairement à l'anime d'origine qui proposait quant à lui des couleurs violettes. Un des changements qui sera évidemment apprécié par les amateurs du jeu. Et tout comme dans celui-ci, le scorpion sera extrêmement vénéneux. Les scènes qui ponctuent le combat sont particulièrement intéressantes vis-à-vis du niveau de censure qui sera probablement appliqué tout au long de la série. Ainsi, on peut constater que du sang humain est présent lorsque les soldats sont tués par la créature. Néanmoins, plusieurs passages qui étaient bien plus explicites dans le manga ont été édulcorés afin de diminuer le taux d'hémoglobine. Et c'est également le cas contre le scorpion. En effet, dans le manga, Dai entame l'œil gauche de la créature et lui sectionne la queue pour conclure le combat. La suppression de cette scène est un peu dommage tant la planche originale était magnifique et montrait dès le début de l'aventure la force de Dai.
Dans cette nouvelle adaptation, le combat est donc plus expéditif et Dai se contente de lui planter sa dague dans le cœur. Ainsi, l'équipe semble avoir pris le choix du juste milieu et de proposer des scènes intenses tout en se gardant de proposer un contenu trop gore. Nous verrons ce que cela donnera sur le long terme et en particulier dans le cadre de membres sectionnés. A noter que dans le manga, durant cet affrontement, Dai utilisera un papyrus pour voler et attaquer le scorpion, tandis que dans cette version, il ne fait que prendre un peu de hauteur de lui-même. Après cet âpre combat, Dai s'aperçoit que la princesse Leona a été empoisonnée par le scorpion. N'ayant aucune connaissance magique, il ne peut pas invoquer le sort Kyari et demande à Gomechan de prévenir Papy Brass pour l'aider. C'est alors que Baron intervient, un tube magique à la main. Dai a à peine le temps de comprendre que c'est lui qui a libéré le scorpion, qu'il est expulsé avec Leona dans les entrailles de la grotte. Pendant ce temps, Papy Brass apprend par Tenjin lui-même que leur plan est de tuer la princesse Leona pour que l'évêque puisse prendre le contrôle du royaume de Papnica à sa place. Brass attaque alors les soldats avec 2 Mera, contrairement au manga dans lequel il ne prononce aucune formule particulière. Il demande alors à Gomechan d'appeler en renfort les autres monstres de l'île pour l'aider. C'est l'occasion de découvrir un autre changement opéré dans cet épisode. Baron va expulser une machine à tuer d'un tube magique directement à partir de l'île, là où il doit d'abord aller le récupérer sur son bateau dans le manga, le faisant d'ailleurs exploser par la même occasion. Un autre changement, cette fois-ci par rapport à l'anime d'origine, porte sur la couleur de la machine à tuer. En effet, plutôt qu'une couleur jaune, on retrouve à présent les couleurs du sprite d'origine apparues dans Dragon Quest II. Et à ce sujet, les joueurs qui ont joué à cet opus se rappelleront forcément de cet adversaire et du calvaire de la dernière ligne droite du jeu qui l'accompagne. De quoi renforcer la sensation de danger lorsqu'il apparaît. Les sorts de Papy Brass se révèlent inefficaces contre la machine à tuer et la situation semble devenir incontrôlable. Et c'est d'autant plus vrai que pendant ce temps, Dai tente désespérément de trouver la sortie de la grotte dans laquelle il était resté coincé avec Leona. La jeune princesse tentera d'ailleurs de lui donner des derniers conseils avant de s'évanouir sous l'effet du poison. Dai utilisera alors pour la première fois ses pouvoirs en utilisant le sort Leiden qui lui permettra de sortir de la grotte. Ce passage est peut-être le plus frustrant de l'épisode pour les connaisseurs. En effet, dans le manga, une planche absolument sublime présente Dai sortant des souterrains et arborant un symbole sur son front. Et ici, point de tout cela pour notre plus grand malheur. Une bonne explication pourrait cependant être de réserver cette première apparition lors du combat contre Baron. Cela permettrait de changer le rythme par rapport à l'original et de tous nous surprendre. Et après tout, pourquoi pas. De retour sur la plage, Dai entamera un combat contre Baron, notamment en utilisant un Baggy Cross de toute beauté. Mais malgré la puissance de ce sort, il restera sans effet sur Baron. Le sage commence à devenir complètement fou dans la machine à tuer, sa puissance le grise et entame visiblement son esprit, à tel point que son visage lui-même commence à changer à travers les plans qui nous sont proposés. Les changements de faciès de Baron sont absolument incroyables et nous donnent un dynamisme appréciable durant l'affrontement. D'ailleurs, dans le manga, il s'attaque également à Tenjin, tant son sentiment de puissance le domine à cet instant. Et ce combat nous permet de découvrir un mélange entre des effets 3D et d'animation 2D traditionnelle. À ce sujet, il faut reconnaître que l'intégration n'est pas toujours parfaite, et elle est souvent visible. En revanche, elle donne une vigueur toute particulière à la bataille. Quel que soit notre avis sur l'esthétisme général de ces effets, il rassure sur le budget et sur le désir des équipes de livrer un résultat tout à fait original. En parlant des équipes responsables de cet épisode, 8 animateurs ayant travaillé sur le précédent reviennent, notamment Isamu Takara qui se voit confier le poste de directeur de l'animation. Sur le premier épisode, il semblerait que ce soit lui qui avait travaillé sur le passage durant lequel Dai sortait les gluants d'un tube magique. De son côté, Emiko Miyamoto se voit épaulé par Shuichiro Manabe en chef animation connu pour avoir travaillé sur Toriko et Dragon Ball Super. Le combat s'achève avec un Begirama absolument magnifique rendant hommage à la planche originale. C'est Takeshi Morita, un animateur star de la franchise Precure, qui a animé cette scène. Il a également réalisé celle du Baggy Cross, comme il a pu le révéler sur Twitter. En ce qui concerne l'après-combat, celui-ci a été changé. Là où le manga brûlait les cheveux de Baron et donnait un aspect comique à sa défaite, ici l'affrontement s'arrête le plus sérieusement du monde. Encore un nouvel indice sur les futurs choix de direction que l'équipe souhaite prendre. Nous arrivons ainsi vers la fin de l'épisode qui sera ponctué de 3 scènes toutes complètement inédites. Tout d'abord, Tenjin tentera de se disculper quand des soldats arriveront sur l'île en renfort et tentera d'accuser Dai. Malheureusement pour lui, Leona sera guérie à ce moment par Brass et elle promettra à l'évêque un procès à son retour dans le royaume de Papnica. La nuit tombée, Leona effectuera le rituel sacré pour lequel elle était venue, là où on pouvait s'interroger sur son existence réelle dans le manga.
De quoi ravir les fans qui se demandaient depuis toutes ces années à quoi cette cérémonie pouvait bien ressembler. Enfin, nous pourrons suivre un échange entre Havan et Pop sur un bateau, alors qu'ils semblent partir du royaume de Romos assiégé par des monstres. On pourra ainsi noter à cette occasion que Pop fait une belle référence à la franchise Dragon Quest en indiquant la présence des monstres. En effet, la phrase qu'il utilise reprend la tournure de celle qui introduit les monstres à l'écran avant un combat dans le jeu. Havan indique à Pop que le roi du mal est probablement de retour et qu'il faut préparer l'avenir, c'est-à-dire en allant entraîner un nouvel héros, notre Dai. En conclusion, ce nouvel épisode brille une nouvelle fois par sa technique, même si l'intégration d'effets 3D ne mettra pas tout le monde d'accord. Comme nous avons pu le voir ensemble, de nombreux changements ont été opérés tant sur les couleurs que sur le scénario. Des parties ont ainsi été supprimées, d'autres ajoutées, le tout offrant un rythme très soutenu. On se demande jusqu'où les scénaristes iront pour surprendre les fans de la première heure et nous sommes très pressés de voir la suite. Cette seconde preview est désormais terminée et nous espérons que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et d'éléments que nous aurions pu omettre. Vous pourrez également nous retrouver sur différentes plateformes en lien dans la description. A bientôt!